Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Laetitia, je suis une tricoteuse du sud de la Seine-et-Marne, plus précisément à Fontainebleau. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un projet terminé, de 3 projets en cours et je vais également vous faire un petit point culture sur un sujet qui m'intéressait, en l'occurrence les marinières, puisque je suis en train d'en tricoter une et j'avais envie de savoir d'où venaient ces fameuses marinières. Sans plus tarder, nous allons commencer par ce que je porte. Il s'agit du pull Summer Soufflé de Penrose Knits que j'ai terminé il y a quelques semaines. Et dont je ne suis pas venue vous parler parce que, en fait, sur mon lieu de vacances, c'était pas très facile de filmer. Donc, j'ai abandonné l'idée et voilà, je reviens vous voir à mon retour de vacances. Donc, ce petit pull soufflé de Penrose Knit, hein, que j'avais eu le coup de foudre quand j'avais vu le podcast de Tricolibri. Et j'avais vu sur Ravelry que Laura Penrose avait l'intention de faire une version été, non pas avec l'empiècement mohair ici, en simple et double ici, mais en coton mérino. Alors le mien, je l'ai réalisé en 100% Pima coton. Que j'avais dans mon stock. C'est une DK de Rowan, c'est la Rowan DK Organic Cotton, qui est un fil qui n'existe plus malheureusement, hein, mais bon, il y a d'autres qualités similaires dans d'autres marques, hein, ça c'est pas un souci. Le coton Pima ayant la particularité d'être quand même plutôt très doux et souple par rapport à certains cotons assez raides, parfois glacés, et qui sont pas forcément agréables à tricoter parce que parfois on dirait que c'est de la corde, alors que ça, le Pima coton, c'est très souple, c'est très doux, c'est quand même assez agréable à tricoter, bien que ça se dédouble un peu. Donc ça, c'est le côté un peu moins fun. C'est aussi très agréable à porter, hein. Comme vous voyez, il y a quand même un certain drapé. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette matière. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce pull Summer Soufflé. Voilà, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas impossible que je m'en refasse un autre parce que je trouve il tombe très bien et je suis vraiment ravie du patron. C'est un petit modèle top-down, donc on commence par le col. Et il y a ensuite un yoke avec des augmentations pardon, réparties tout autour, hein, de 3 rangées d'augmentation parce qu'il y en a juste ici. Je crois que ce sont des augmentations barrées, si je ne me trompe pas. Je m'en souviens plus déjà. Oh là là, ça fait genre même pas 2 semaines que je l'ai fini et je me souviens déjà plus. C'est une catastrophe. Euh, donc très très simple, hein. Jusqu'ici vraiment projet zéro cerveau, il n'y a rien à dire, c'est clair, c'est super bien écrit. Une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, qu'on a terminé toutes nos augmentations, Laura nous fait faire un rang de mailles en vert sur lequel on va venir euh, relever un certain nombre de mailles qu'on va multiplier par 2 sur le premier rang et encore ensuite par 2. Je crois qu'en tout, elle nous fait augmenter 3 fois jusqu'à obtenir un nombre de mailles mais considérable. C'est très très long à faire, mais bon, c'est très facile hein, aussi. Mais je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. J'avais un petit peu peur qu'avec le coton d'Eka, ça soit un peu grossier, mais en fait, non, pas du tout, hein. Je le trouve vraiment, vraiment génial, ce petit pull. C'est
je crois que c'est une de mes créations préférées de 2022. Euh, avec... bon, oui. Alors, c'est ce petit pull, donc ici, c'est tout droit, hein, jusqu'en bas. C'est terminé par des côtes 1-1. Alors, elle ne précise pas quel type de rabattage il faut faire. Moi, j'ai fait un rabattage à l'italienne, que ce soit sur les manches ou, ou sur le bas. Je trouve ça très très bien. Concernant les manches, alors elle propose deux, deux sortes de manches. Donc, soit des manches toutes droites, ou soit des manches avec des diminutions. Alors, en ce qui me concerne, il m'est arrivé, comme d'habitude, hein, une petite mésaventure. Avant de tricoter le corps, j'ai commencé par faire une première manche. Et j'ai donc ensuite continué le corps. Et puis à un moment donné, je regarde ma manche et puis je me dis, mais c'est bizarre quand même. Elle a l'air, on dirait que ma manche n'a pas la même couleur que le corps. Eh ben oui, effectivement, c'était pas la même couleur parce que c'était pas le même bas. Alors comme c'était des pelotes que j'avais récupérées dans mon box, dans une caisse, des pelotes que j'ai depuis 10 ans, je me rappelais pas du tout que j'avais deux bains différents. J'avais 10 pelotes, mais alors j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé, si voilà, c'était et, euh, et j'ai tricoté ma manche avec un autre bain. Donc, ce qui fait que là, ça paraît un peu gris-beige. Et puis ma manche, là, elle était carrément beige. Et sur le coup, je me disais, allez, la laisse, je la laisse pas. Mon compagnon me disait, oh, ben, ça se voit pas tant que ça. Mais en fait, moi, je voyais que ça. Donc, du coup, j'ai décidé de la remonter. Alors, la première manche que j'avais faite, je l'avais fait toute droite. Et en fait, elle était trop large pour moi. Et j'ai donc décidé après de faire des diminutions, mais je n'ai pas suivi ce que disait Laura dans son patron. Euh, Elle disait de diminuer tous les temps de rang jusqu'à obtenir la circonférence désirée. Euh, mais je trouve que en fait, l'intervalle entre les diminutions, le nombre de rangs entre chaque diminution, je trouve qu'ils étaient beaucoup trop rapprochés. Et pour avoir la circonférence que je voulais, il aurait peut-être fallu que j'arrête de diminuer à cet endroit-là. Donc j'avais peur de me retrouver avec une drôle de forme de manche, là très diminuée, puis hop, d'un seul coup tout droit. Donc j'ai plutôt réparti le nombre de diminutions que je voulais sur mes 12 cm de manche, puisqu'on fait 12 cm de manche. Et moi, j'ai fait des diminutions tous les 9 rangs. Voilà. Et j'ai obtenu cette circonférence qui, pour moi, euh, est parfaite. Donc, je ne pourrais pas vous dire si la façon de diminuer de Laura est bien ou pas, puisque bon, moi j'ai pas fait ça. En tout cas, la version toute droite, les manches étaient beaucoup trop larges pour moi. Après, c'est vrai que j'ai pas des gros bras. Euh, donc peut-être que si vous avez un tour de bras un petit peu plus large que moi, peut-être qu'il vaut mieux éviter de faire les diminutions, je pense. Parce que c'était pas non plus extrêmement large. C'est juste que moi, je préférais un peu plus fité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce modèle? Oui, toujours à propos des manches,
Je me semble avoir lu sur Ravelry que certaines personnes avaient fait donc les diminutions et que finalement c'était trop serré. Donc voilà, il faut bien, je vous conseille donc de bien choisir la version de manche qui vous convient. Par rapport à ce modèle, donc qui se tricote en laine DK, alors ce qui est très chouette, c'est que Laura vous propose deux échantillons. Il y a un tableau dans lequel elle vous met les mesures pour deux échantillons différents. Donc soit vous avez un échantillon à 20 mailles, soit un échantillon à 22 mailles, et tendrement, hein. Et pour chaque échantillon, elle vous explique, elle vous donne les explications pour faire ce modèle. Donc vous pouvez, c'est ça, je trouve ça génial, parce qu'en fonction de votre laine, hein, bah, vous avez deux patrons dans un. Le mien, c'est 22 mailles sur 28 rangs peut-être, je me souviens plus bien. En tout cas, c'est la version 22 mailles. Il me semble aussi qu'elle parle en centimètres. Donc oui, je crois qu'entre chaque diminution, chaque augmentation, pardon, il faut compter tant de centimètres. Ce qui fait que finalement, si vous avez un nombre de rangs qui ne correspond pas exactement à l'échantillon de Laura, c'est pas très très grave puisque vous allez pouvoir rectifier avec le nombre de centimètres tricotés. Voilà, voilà pour ce modèle que je referai avec grand plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, je l'aime énormément. Donc ça, c'est pour le projet terminé puisque je n'en ai qu'un. Le deuxième projet en cours, il s'agit de la marinière Ordinary Love de Nadia Crétin-Leschène. Et je suis, comme je m'en doutais, presque en panne de laine. Je vous montre ça. Alors faites pas attention, ce qui me reste de laine, je les ai emballés dans du papier aluminium. Ça évite que ça s'en mêle et que ça se balade partout. Au moins là, c'est bien tenu. Alors c'est dans quel sens? Voilà, c'est ce sens-là. Il y a un devant, il y a un derrière. Voilà, voilà où j'en suis. J'ai fini un corps. J'ai fini. J'ai fait, allez, une moitié de manche. Pareil, super modèle, que je conseille aussi à 1000%. J'aime beaucoup avec cette petite encolure rectangulaire, des diminutions, mais décidément, hein, des augmentations dans le raglan. Très joli, très très simple à faire. Voilà, pull très très simple que je tricote dans le Merino Fingering Superwash de la Fifi en coloris obscuro et du Merino 100% pardon, je bafouille, du Merino atteindre 400 mètres pour 100 grammes, pareil, Superwash que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Donc, encolure avec du point mousse. Et pareil, hein, le bas, c'est du point mousse. Alors, vous voyez, là, vous venez faire en bas une fente pour séparer en deux la bordure. Alors, j'ai fait un pré-blocage, c'est-à-dire que je l'ai trempé dans l'eau et j'ai fait un pré-blocage parce que justement cette bordure ne me plaisait pas.
En fait, ça arrêtait pas de rebiquer comme ça. Et je me disais, je vais pas garder ça comme ça. Je vais pas supporter d'avoir un truc qui rebique tout le temps. Mais en fait, vous voyez, avec le blocage, euh, ça se maintient bien. Là, alors j'ai aussi fait un pré-blocage parce que j'avais très très peur que ma laine déteigne. J'avais déjà lavé mon échantillon. J'avais pas eu de soucis, mais quand même, il y a des personnes qui m'ont dit que elles avaient eu des problèmes avec cette laine qui avait complètement déteint, bavé. Et franchement, j'avais peur parce que tricoter tout ça en 3 millimètres, c'est quand même long. Pour qu'à la fin le pull soit immétable, euh, et bien en fait, non. Alors, ce que j'ai fait par contre, c'est que je l'ai fait tremper dans de l'eau à température ambiante avec un bouchon de calane et 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, non, de vinaigre d'alcool, pardon, non, pas de vinaigre de vin, non, non. Euh, et ben, vous voyez, il n'y a pas de problème, hein. Alors, je pense que je vais faire très attention et que je vais toujours le laver comme ça, parce que j'ai vraiment peur que ça déteigne, hein. Il doit quand même y avoir un risque, genre si je mets de l'eau trop chaude ou que, je sais pas. Mais moi, je vais faire très attention. Alors, par contre, clairement, ça sent le vinaigre, hein. Bon, c'est pas grave. Je préfère un pull qui sent le vinaigre qu'un pull d'étain. Euh, donc, il me reste très très peu de bleu. Il m'en reste ici 9 grammes. J'ai arrêté là. J'ai commandé mon écheveau de chez La Féfile, mais je l'aurai pas avant un moment. Donc je stoppe là. Il me restait du corps, il me restait 34 grammes et j'ai séparé donc mon restant en deux pour chaque manche, hein. Donc il me reste encore donc 17 grammes pour faire l'autre manche. Et là, par contre, sur celle-ci, je suis bloquée en attendant de recevoir mon écheveau. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé un petit morceau parce que quand je vais recevoir mon écheveau, juste après là, cette rayure, je vais mélanger ce qui me reste avec le nouvel écheveau. Et je pense que, puisque je vais continuer un petit peu les rayures, la différence de bain se verra pas tant que ça, hein, au milieu des rayures. Je pense que c'est pas très très grave. J'avais hésité à faire d'abord les manches. Je crois que l'une d'entre vous m'avait conseillé de faire les manches d'abord, mais en fait non, j'ai fait tout le corps et puis je vais faire le raccord dans les rayures et je pense que ça se verra pas trop. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé deux écheveaux presque complets. Et le blanc, enfin le naturel, j'en aurais plus cassé d'un écheveau. Pourtant, il m'était arrivé des mésaventures. J'avais emmêlé mon cake et j'en ai perdu une grosse quantité, mais en fait, j'en aurais largement assez. Normalement, donc, il faut deux écheveaux de couleur principale et un écheveau de couleur contrastante. Mais moi, si j'en ai pas eu assez, c'est parce que j'ai modifié le rythme des rayures. Au lieu d'avoir des rayures de 2, moi j'ai fait des rayures 4 rangs de naturel et 8 rangs de marine. Donc forcément, j'ai utilisé plus de marine que le modèle, hein. Donc là, je suis sur une taille M. Moi, je suis sûre et certaine du coup que j'en aurai assez. Et j'ai hâte de recevoir ma laine pour pouvoir terminer ma marinière. À mon avis, ce ne sera pas avant septembre, fin septembre peut-être. Bon, tant pis. Alors, je me suis posé la question, hein, concernant l'origine de la marinière, qui est un vêtement
plutôt très tendance en ce moment et j'ai fait mes petites recherches sur internet sur l'origine de cette marinière. Alors, la marinière au pull de marin était à l'origine un vêtement conçu pour protéger les marins des conditions climatiques, au même titre que les pulls de pêcheurs qui étaient tricotés en laine brute avec encore la lanoline dessus pour pouvoir protéger les pêcheurs de l'humidité, du vent, etc., etc. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous ferai un point sur les pulls de pêcheurs des îles britanniques, puisque j'en ai déjà tricoté dans le passé. Et l'histoire de ces pulls de pêcheurs est très intéressante. À l'origine, la marinière à rayures telle que nous la connaissons n'avait pas du tout cet aspect-là. À l'origine, d'ailleurs, il n'y avait même pas de rayures sur les pulls marins. Au départ, les marins portaient ce qu'on appelle une vareuse. Je prends mes petites notes, hein, qui était tissée à partir de lin, qui était faite à partir de lin et de chanvre. Et on venait enduire cette vareuse d'huile pour faire un vêtement imperméable à l'eau, au vent, etc. Et en dessous cette vareuse, les marins portaient un pull très serré, hein, tricoté très serré, en laine brute, et c'était un pull qui n'avait pas de rayures, qui était aussi très long, parce qu'il n'y avait pas de sous-vêtements, donc il fallait que le pull soit suffisamment long pour pouvoir le rentrer dans le pantalon et faire office aussi de caleçon, hein, pour protéger également un maximum les jambes. Et il était également avec des manches 3/4 parce que il fallait pas que le pull dépasse de la vareuse, il fallait pas qu'il s'accroche partout. Et il était tricoté comme les pulls de pêcheurs des îles britanniques en une seule pièce, en rond, parce que sans boutons, sans pattes de boutonnage, etc. Il fallait qu'il y ait le moins de risque possible que le pull ne s'accroche dans les cordages, par exemple. Donc ça, c'est pour les premiers pulls de marin. Mais jusqu'au Premier Empire, les pulls de marin n'étaient pas rayés. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de normes concernant les pulls que les matelots devaient porter. Ils devaient juste avoir un pull, ils avaient un paquetage, mais il n'y avait pas de normes. C'est seulement en 1858 qu'il y a eu un décret qui a normé les pulls que devaient porter les matelots pour les différencier des officiers, hein, puisque seuls les matelots portaient ces pulls de marin. Alors, à l'origine, les pulls rayés étaient réservés aux marginaux, c'est-à-dire les bagnards, les prostituées par exemple. Et donc, on ne portait pas de vêtements rayés. Mais l'inspiration est venue des marins russes qui, eux, portaient des pulls rayés, hein, qu'on appelait tilniashka. C'était donc des pulls rayés, mais soit noirs et blancs, soit un bleu noir très foncé et blanc. Donc on s'est inspiré de ces pulls de marins russes qui d'ailleurs pouvaient être soit à manches longues ou carrément sans manches. Et ces pulls sont devenus aussi les pulls de nos marins français.
Alors, pas forcément bretons, mais beaucoup de marins étaient bretons, hein. C'est pour ça qu'on a tendance à associer la marinière à la Bretagne. Et donc, on a signé un décret dans lequel on décrivait comment devait être cette marinière. Et cette marinière devait avoir, alors que je ne me trompe pas, donc je vous lis le décret, le corps de la chemise devra compter 21 rayures blanches, chacune 2 fois plus large que les 20 à 21 rayures bleues indigo. Et pareil, pour les manches, là, on avait 15 rayures blanches et 14 ou 15 rayures bleues indigo. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses concernant ces rayures. Alors, on a dit que le fait d'avoir des rayures sur les pulls des marins les rendait plus faciles à localiser. Notamment, par exemple, s'il tombait à l'eau, on repérait plus facilement le marin à son pull rayé. On le distinguait évidemment, hein, le matelot des officiers, puisque seuls les matelots, comme je vous ai dit, avaient une marinière. Mais c'était probablement pas la seule raison, parce que les rayures étant teintes, les rayures bleues hein, étant teintes à l'indigo, et l'indigo étant très très cher à l'époque, il était impensable de faire un pull en entier indigo. Donc, probablement pour des coûts de production, il a été décidé qu'il y aurait des rayures indigo. Donc, pareil, hein, les manches devaient être 3/4. C'est ça, c'est ça. Donc, ça, sont donc pour le début de la marinière. Et comment la marinière est devenue populaire, hein, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ben, c'est probablement grâce à Coco Chanel, qui en 1916 a décidé de faire de la marinière un vêtement féminin. Elle avait cette volonté de libérer le corps des femmes, ce qui à l'époque était très novateur. Et elle a donc créé une blouse hein, dans sa boutique à Deauville, une blouse inspirée des marinières, des pulls de marins. Pas seulement une blouse d'ailleurs, mais elle s'est aussi inspirée des fameux pantalons à pont. Et donc, elle a proposé ces vêtements pour les femmes. Ensuite, il y a eu l'apparition des 3 semaines de congés payés en 1936 et les gens ont commencé voilà, à associer les marinières aux semaines de vacances. Hein. Quoi de mieux que de partir à la mer avec sa marinière? Donc c'est devenu de plus en plus tendance et avec par exemple en 78, on a eu Jean-Paul Gaultier qui a associé la marinière à sa marque, hein, c'est devenu l'emblème de sa marque et la marinière est aujourd'hui celle que vous connaissez, très tendance, déclinée sous de tas de formes. Pas seulement avec les 21 rayures, mais on la trouve partout dans tous les magasins, en pull, en t-shirt, en jersey, voilà. Voilà donc pour cette histoire de la marinière et si ça vous intéresse, hein, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des pulls de pêcheurs. Alors, on va continuer pour les projets en cours. Alors, vu que j'ai laissé ma fameuse marinière de côté, j'ai commencé une paire de chaussettes. Ça faisait longtemps, j'avais envie d'un petit projet.
J'ai commencé les chaussettes Peregrine de Saril Nordlund. J'avais vu passer le modèle sur Instagram, je les ai trouvées très jolies. Et puis, ce qui m'a intriguée aussi, c'est ce nom, Peregrine, je suppose que ça se dit comme ça. Alors, Peregrine, à l'origine, c'est le pèlerin. Alors, normalement, en anglais, ça s'écrit avec un E, mais la racine latine étant le voyageur, le pèlerin. Alors, je n'ai pas trouvé sur Ravelry ou sur le patron d'explication pour ce nom. Peregrine, ça m'a aussi fait penser à Peregrine Took. Si, comme moi, vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, Peregrine Took, qui est le Hobbit qui fait ce voyage initiatique dans le Seigneur des Anneaux, et le Hobbit Peregrine Took qui je crois que c'est Pipin, Pépine. Je pense pas que ce soit le... Donc ça m'a fait penser également à Peregrine Took. Si comme moi vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, ce personnage qui accompagne Frodon Sake, Pipin, Pippin, Pérégrine étant le nom complet et Pippin, Pipin, l'abréviation. Alors peut-être que l'inspiration de Sari vient de ça, je ne sais pas du tout. Ça m'a fait penser aussi à un film que j'aime beaucoup, qui Miss Peregrine, un film, enfin, un livre, hein, une trilogie, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Hein, Peregrine, c'est une sorte d'oiseau de proie. Est-ce que c'est un faucon? Je ne suis plus très sûre, mais voilà, ça m'a fait penser à ça pour la petite histoire. Et donc voilà, outre le fait que je les ai trouvées très belles, voilà, j'ai eu envie de les tricoter. Donc, c'est un modèle à torsade. J'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai juste fait cette partie. J'ai juste commencé la petite torsade qui m'a donné un peu de fil à retordre, parce que normalement c'est un modèle qui il n'a que deux tailles, enfin il n'a qu'une seule taille, pardon. Euh, enfin, comment dire? Euh, il a une seule explication, mais si vous voulez modifier la taille, en fait, elle vous dit de prendre une laine fingering pour la petite taille et une laine sport pour la plus grande taille. Mais en dehors de ça, il n'y a qu'une seule explication, et c'est une explication pour 68 mailles. Alors moi, j'avais pas vu ça hein, quand j'ai acheté le patron, c'était pas forcément indiqué, c'était la découverte. Il y a 68 mailles et tricoté en 2,5. Pour moi, 68 mailles, c'est pas possible, hein. Mes chaussettes, je les tricote en 60 mailles. 64 mailles, déjà, c'est trop grand. Donc, je les tricote en 60 mailles en aiguille numéro 2. Alors, je me suis dit que ben, ça, avec la torsade, ça allait resserrer et que ça allait aller. Mais en fait, non, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai hésité à laisser tomber. Parce que clairement, j'avais un bon centimètre de trop hein, sur le côté, c'est pas possible. Donc, si vous avez un pied fin, et voire plus fin que le mien, n'achetez pas ce patron. Il n'est pas conçu pour les pieds fins. Voilà, parce que à moins de les tricoter en 1,5 ou à moins de tricoter très serré, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'ai carrément supprimé la maille lisière sur le côté. Normalement, il y a une maille en vert de chaque côté. Et je me retrouve j'ai supprimé ben, deux mailles derrière. Hein. Du coup, j'ai 64 mailles et je serre pour, parce que quand même, ça m'embêtait d'avoir acheté le patron et de pas pouvoir tricoter ces chaussettes. Donc, ça a l'air d'aller, mais il faut vraiment que je pense à bien serrer mon tricot, vu que moi je tricote lâche hein, à la base et que
voilà, ça n'aide pas. Donc, très joli modèle, pas un modèle facile parce qu'il y a quasiment quelque chose à faire sur tous les rangs. Donc, si vous voulez tricoter ça en regardant la télé, c'est pas pour vous. Mais voilà, je les trouve très belles. Et puis, je m'aide du cadeau que m'avaient fait mes enfants pour mon anniversaire, à savoir cet outil. Je ne vous montre pas trop la grille. Et j'avais racheté sur les conseils de Chantal, Fraîcheur Mentalo, des règles aimantées, puisqu'il n'y en avait pas de fourni avec ce support de diagramme de chez Coconitz. Et je trouvais ça vraiment pas pratique. Mais du coup, avec les petites règles en métal, c'est super chouette. Voilà, voilà. Et sinon, je les tricote avec un fil, une laine à chaussettes de chez Eline que j'avais acheté l'année dernière à Malakoff. Donc c'est Sabas Tabi et le coloris c'est Rose des Sables. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime le marron, que voulez-vous. Ça c'est pour le deuxième projet en cours. Troisième projet en cours, il s'agit du châle So Light de Bérangère Caillot que je tricote avec le mérino de Christelle Tricotte dans son coloris Nilacha. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Oups. Modèle simplissime, tricotez-les. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors je suis vraiment, vous voyez, c'est ultra simple. C'est des rangs de point mousse avec des augmentations tous les 2 rangs et on intercale des lignes de jeté. Il n'y a pas plus simple que ce châle. Et donc j'ai mes 2 écheveaux de coloris Nilacha. Alors je suis obligée de les tricoter, d'alterner les écheveaux parce qu'ils sont très différents. J'en ai un foncé et j'en ai un clair. Donc c'est pas bien grave, mais ce qui est embêtant, moi ça m'agace d'alterner les écheveaux. Je le fais parce que je sais que c'est plus joli, mais du coup c'est pas transportable facilement parce que ça se remêle dans le sac. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis un petit peu mitigée en fait par rapport à ce châle, je sais pas trop. Euh, Autant j'adorais les écheveaux, mais une fois tricoté, je suis pas sûre. Alors ça n'a rien à voir avec le travail de Christelle Tricotte, hein, mais c'est par rapport moi, mes goûts. Euh, je pense que c'est peut-être un petit peu trop chamarré pour moi et je suis pas sûre que je vais oser le porter. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je sais pas. Du coup, je sais pas trop si je vais le continuer. J'ai ce genre de couleur hein, dans ma garde-robe, mais j'ai pas de choses. J'ai vraiment des choses très simples comme ce que je porte, très unies. Et je sais pas trop. Et puis, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il y a du turquoise dedans et surtout sur cet écheveau-là, je le trouve un petit peu trop vif à mon goût. Donc je ne sais pas. Je, je n'ai pas encore pris de décision concernant ce projet. Alors maintenant, je vais vous parler de mes achats puisqu'il y en a. Pas grand-chose, mais alors, en rentrant de vacances, je suis passée à Aix-en-Provence et je sais qu'il y a une superbe boutique qui s'appelle Le Chat qui tricote et j'ai eu envie d'y faire un petit tour et effectivement, c'est une super boutique. Je n'ai pas osé parler, je me souviens plus son prénom, la personne qui tient la boutique. J'ai pas osé lui parler, mais en tout cas, elle est très sympathique. Mais voilà, c'est une très très jolie boutique.
Il y a de superbes kits chaussettes de laine qu'elle teint elle-même. Il y a d'autres aussi, d'autres fils qu'elle teint elle-même. Il y a des laines à chaussettes de la bien-aimée, très jolies. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est une mine d'or, ce magasin. Si vous habitez là-bas, vous avez beaucoup de chance. Alors, j'ai pour habitude de d'acheter quelque chose à chaque fois que je fais un périple quelque part et que je passe par un magasin de laine. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai pour fin août, je vais faire un cal avec Caroline Petit-Pimousse. D'autres personnes, on va tricoter ensemble le châle Ligna. Et d'ailleurs, Chantal, tu vas le tricoter avec nous, n'est-ce pas? Puisqu'il faut que tu finisses le tien. Donc j'ai pris du Sabaz Siam. C'est donc une fingering 60% mérinos, 20% yak et 20% soie, 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris nature. Elle n'est pas teinte cette laine. J'adore la couleur. C'est super beau. Vous avez vu le yak non teint? Cette espèce de gris euh, beige. C'est superbe. Et je me suis dit, voilà, un châle plus facile à assortir, il n'y a pas, hein, clairement. J'ai hésité avec d'autres couleurs parce qu'elle en a teint et ces couleurs sont vraiment très 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 belles. Mais bon, je ne peux pas tout acheter, hein. Il y avait un très joli marron, un marron un peu pain d'épices. Et, et j'ai beaucoup hésité avec, avec ce marron-là. Mais j'avais très envie d'essayer le yak naturel. Et au moins, je sais sûr que je ne vais pas avoir ce problème de raccord et de bains différents. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de peinture. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Sur le prochain épisode, je pense que je vais vous parler couture aussi parce que je suis en train de faire ma première cousette. Parce que j'avais acheté le patron bohème de Atelier Scamit il y a un an et j'avais toujours pas eu le courage de le faire. Ça me faisait très très peur. Et ça y est, je me suis enfin lancée, j'ai coupé mon tissu. Là, j'ai préparé mes pièces pour les coudre. Ça n'a pas été une mince affaire, je vous avoue. Donc, je ne sais pas si ça va être réussi. Suite au prochain épisode. En attendant, ben, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. J'espère que vous vous portez bien, que vous tricotez bien. Et puis, je vous retrouve, je pense, à la rentrée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.